Bonjour Louane, Bonjour. tu es chanteuse, actrice, artiste et marraine de notre association Belle et Rose. Nous nous sommes rencontrés l'année dernière lors de nos dernières actions. J'ai découvert chez toi une jeune femme généreuse, une jeune femme lumineuse, forte, altruiste et sensible. Tu as supporté et incarné depuis notre rencontre les valeurs et les messages de Belle et Rose et tu as su les apporter encore plus loin que ce que nous n'aurions pu l'imaginer. Alors ça fait quoi d'être marraine de Belle et Rose ? Bon, ça fait se sentir utile déjà. C'est une forme de responsabilité aussi, puisque c'est quelque chose que je prends hyper au sérieux et c'est hyper important parce que c'est une association qui allie énormément de choses, qui allie déjà ton parcours, le courage de monter Belle et Rose, c'est exceptionnel. Ça allie aussi le fait de vouloir aider les gens sous plein de formes différentes, que ce soit directement auprès des hôpitaux, auprès des personnes qui sont en soins, mais aussi ça passe par la beauté, ça passe par l'accompagnement, ça passe par la confiance et c'est hyper intéressant pour moi de pouvoir observer et d'amener ma petite pierre à l'édifice quand je peux et comme je peux. Donc ouais, c'est tout ça, ça fait tout ça. Comment tu fais le choix d'une association plus qu'une autre ? J'imagine que tu es quand même beaucoup sollicitée. Et pourquoi avoir en plus choisi ce sujet-là autour du cancer féminin, du cancer du sein ? C'est difficile. C'est difficile de choisir, effectivement, parce que je suis assez sollicitée. Malheureusement, je peux pas être partout. J'œuvre au sein de plusieurs associations. Honnêtement, j'ai réduit. J'étais très éparpillée. Aujourd'hui, j'ai réduit à 2. C'est que du bonheur. C'est les enfants dans les hôpitaux. Forcément, ayant moi-même une petite fille, c'était hyper touchant. Et pourquoi vous avoir rejoint ? Pourquoi le cancer du sein ? Alors déjà, il se trouve que absolument pas du même cancer. J'ai perdu ma mère d'un cancer, donc forcément, c'est un sujet qui me touche. Et puis, je sais pas. Ton histoire m'a hyper touchée, la façon dont tu m'as présenté les choses que vous faisiez. Je vous ai rejoint en cours de route, t'as commencé avant que je sois là, mais je sais pas, je pense que vous m'avez tous, toute votre équipe, vous m'avez hyper touchée dans la façon dont vous êtes humain et dont vous avez envie de faire avancer les choses, et j'espère vraiment que justement ce sera une association qui va grandir au point de devenir une association nationale et qu'on puisse vraiment toucher toutes les femmes. Et aussi, honnêtement, la dernière raison, je dirais que c'est parce que je suis une femme, que ça me concerne, que c'est hyper important de se faire dépister et que c'est un message, en ayant moi-même une petite fille de 3 ans, que j'ai envie de porter à toutes les femmes en France. Donc ouais, je pense que c'est toutes les raisons qui ont fait que je vous ai rejoint. Justement, toi, tu le dis, tu es une jeune femme, tu es une jeune maman. Comment tu penses qu'on pourrait apporter les messages de dépistage et de sensibilisation auprès d'un public plus jeune qui va au-delà du dépistage organisé à partir de 50 ans, etc. Honnêtement, via les réseaux sociaux, je pense que c'est l'une des choses majeures. Ensuite, je pense qu'il y a un énorme aspect marketing qu'aujourd'hui, on n'a pas le pouvoir de faire parce qu'on est encore, pour l'instant, une petite asso. Mais il y a 2 minutes, je parlais de monter au niveau national plus tard. J'espère que vraiment, ce sera quelque chose qu'on pourra faire. Mais imaginons dans quelques années, si on fait des gros galas, si on réussit à récolter énormément d'argent, faire de l'affichage publicitaire un peu partout en France. C'est des rêves énormes, hein, ce dont je suis en train de parler. C'est pas des choses qu'on va pouvoir faire dans les 6 mois et c'est une évidence. Mais ouais, je pense les réseaux sociaux, de l'affichage publicitaire, franchement, même tracter, en fait. Aller directement toucher les gens, tracter dans les collèges, tracter dans les lycées. Ouais, je pense que c'est une façon, c'est des façons de marketing de pouvoir projeter le plus possible. Mais encore une fois, aujourd'hui, c'est pas évident de le faire avec les moyens qu'on a aujourd'hui, mais on va grossir, on va devenir grand. À petite échelle, puis à grande échelle, petit à petit. C'est ça. L'année dernière, quand tu as accepté de nous suivre dans l'aventure Belle et Rose, tu as prêté ton image pour notre exposition sur le parvis des arènes de Nîmes. Tu as accompagné l'affichage de patientes avec leurs témoignages, d'accompagnants avec leurs témoignages et de personnel médical. Ouais. Ça fait quoi de poser sur les arènes de Nîmes ? Honnêtement, ça fait rien comparé à ce qu'on voit autour de moi. Dans le sens où c'est cool, c'est hyper gratifiant si je peux apporter un bout de
je sais pas, un bout d'intérêt grâce à ma notoriété, vraiment tant mieux. La claque, c'est de voir tous ces gens, toutes ces personnes, les soignants, les accompagnants, les personnes qui sont ou qui ont été malades. Honnêtement, ça m'a énormément touchée. Je garde le livre que vous m'avez offert avec tous les témoignages et toutes les photos très précieusement, puisque c'était vraiment particulièrement touchant. Tu as accepté de rencontrer justement ces patientes qu'on a appelées les Roses l'année dernière, de passer un moment avec elles. Et beaucoup m'ont témoigné après de plusieurs choses. Alors il y avait évidemment celles qui étaient surprises de t'avoir comme marraine, un moment inattendu, un moment suspendu. Et puis il y a celles qui te l'ont dit d'ailleurs, qui ont été portées par certains de tes textes, par tes chansons, par ton écriture et puis par cette rencontre. Tu te rends compte de ce que tu incarnes et de cette frontière qui est cachée, même il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de cette image que tu as et de l'importance que tu peux avoir dans leur vie et dans nos vies en général? Je sais pas. Là, je sais pas, je pense que c'est déjà merci parce que c'est hyper touchant et je suis hyper contente d'avoir la possibilité de parler aux gens à travers ce que je peux écrire, mais je pense que j'écris des choses qui relèvent vraiment de sentiments humains et qui du coup, je l'espère en tout cas, peuvent toucher les gens. Après, est-ce que je me rends compte? Je sais pas. Moi, je suis contente d'écrire mes chansons et si elles peuvent toucher et plaire aux gens, moi c'est super. Beaucoup de femmes, surtout après le parcours, disent que cette maladie, que le cancer du sein, que ce crabe ne doit pas être arrivé par hasard et que ça doit leur servir à quelque chose, que ça doit changer des choses dans leur vie. Est-ce que tu penses qu'on peut et on doit transformer les expériences d'une vie, les expériences positives comme négatives, en quelque chose qui va nous pousser à aller plus loin sur la suite et à se dépasser? Bien sûr. Et évidemment, je pense que pour la personne qui est en train de vivre ce crabe, comme tu l'as si bien dit, c'est évidemment un énorme, une montagne dans une vie, mais qui effectivement change énormément de choses. Et j'ai vraiment la sensation, à mon échelle, que les gens qui sont autour aussi prennent conscience d'autres choses et que derrière tout ça, on voit vraiment la vie différemment. Oui. Que penses-tu du rôle de l'accompagnant? Tu l'as dit tout à l'heure en parlant de ta maman. Ouais. Et c'est d'ailleurs moi ce qui m'avait beaucoup touchée quand on s'est rencontrés, parce que tu avais les mots de quelqu'un qui sait. Et puis tu en as rencontré l'année dernière. Et les médecins aussi sont nos accompagnants pendant les parcours. Que penses-tu de ce rôle-là d'accompagnant et de des enjeux pour eux, de leur rôle et puis de l'après aussi pour eux? Je pense que c'est un rôle qui est pas simple. C'est difficile parce qu'on doit être là pour la personne quand je pense qu'on souffre aussi, pas autant, et de façon complètement légitime, pas autant. Mais on a toujours très très peur de voir les gens partir en fait. Donc c'est pas facile non plus. Et il faut réussir à trouver sa place sans faire peur à la personne qui est déjà en train de vivre quelque chose de terrible, en l'accompagnant, en essayant d'être le plus solaire possible, en laissant la personne en face vivre les émotions qu'elle doit vivre, parce que forcer quelqu'un à vivre une émotion, c'est impossible, particulièrement dans un instant aussi compliqué. Je pense que c'est pas facile, mais que c'est beau. Je pense que c'est un challenge, et quand il est pas toujours, hein, mais quand il est réussi, c'est génial. C'est génial. Mais attention, c'est pas parce que je dis que c'est compliqué qu'il faut le voir comme une complainte. On s'entend bien évidemment sur le fait que c'est rien comparé à ce que malheureusement les roses peuvent vivre. Ça reste un parcours dans un parcours. C'est ça, c'est un parcours dans un parcours qui est en parallèle de ce que la personne vit, mais qui est évidemment moins compliqué, mais qui est malgré tout douloureux. C'est pour ça qu'on a voulu aussi valoriser leur parcours, parce qu'ils sont importants à notre parcours, et à la fois peu souvent on prend de leurs nouvelles, mais plus souvent des nouvelles des roses, alors qu'eux aussi ils vivent des émotions très fortes, avec la peur. Des années de psy derrière. Hein. Ouf. Je comprends. Et en même temps, c'est cool. Moi, je suis hyper contente de pouvoir parler de ça et de pouvoir dire aussi que effectivement, c'est important après ce genre d'étape, que ce soit pour les roses ou pour les accompagnants, de se faire accompagner à son tour. Bien sûr.
Et important aussi pour les roses en parcours de réaliser qu'elles ont des accompagnants, de Bien les sûr. considérer, de prendre en compte aussi leurs émotions. Et à la fois, c'est pas toujours facile. Bien sûr que c'est pas facile. On peut pas demander à une femme qui est en train de vivre un truc aussi difficile de prendre sur soi. Avoir la possibilité de voir les choses, c'est génial. L'accepter, c'est pas toujours possible et aussi obligatoire. C'est aussi à l'accompagnant de comprendre à ce moment-là, même si c'est très très délicat, le fait que parfois la personne en face, elle ne peut pas parce que émotionnellement, ça n'est pas possible. Elle ne peut pas avoir la capacité justement de vivre l'accompagnement correctement. Bien sûr. Moi, le jour où j'ai compris que j'avais des accompagnants, et un en particulier, je me suis dit que j'étais pas seule. Et que mon arme, c'était aussi lui et mes accompagnants. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a voulu mettre en avant les accompagnants. Et vous l'avez tellement bien fait, c'était tellement beau à voir, tellement beau d'entendre leurs histoires et malgré la difficulté de ces épreuves, moi ça m'a vachement impressionnée. Il y a quelque temps, on a assisté au CHU de Nîmes à une conférence pour les accompagnants, pour tout type de cancer. Et les personnes qui étaient sur place étaient toutes ravies. Le mot, c'était vraiment, pour une fois, il y a quelque chose pour nous. Et j'ai trouvé qu'il y avait un vrai sujet oui, c'est clair. autour de ça et de leur rôle. Et moi, je vous félicite de les mettre en lumière à ce point dans l'association parce qu'effectivement, vous avez vraiment une vraie balance entre le fait de devoir combattre le cancer, le fait d'être accompagnant et le fait d'être soignant. Et avoir cette triple mise en lumière au sein de cette association, moi je trouve que c'est magnifique. Et d'ailleurs, ça se voit dans l'association parce que vous vous arrêtez jamais à « ok, le focus c'est les roses ». C'est faux, à chaque fois vous allez aider directement dans les hôpitaux, les soignants, vous allez toujours trouver des façons d'aider absolument toutes les personnes que vous représentez dans l'association. Et c'est cool parce que c'est assez rare, honnêtement, c'est vrai, c'est assez rare dans les associations de voir autre chose qu'une personne qui est atteinte d'un cancer. Et ça, c'est hyper impressionnant. Chaque Il jour, faut que vous soyez fiers. Il faut que vous soyez hyper fiers. On essaie, en tout cas. Mais vraiment, vous devez. Mais tu nous as donné beaucoup d'idées et beaucoup de visibilité aussi. Et ça nous a quand même permis de penser les projets aussi différemment. Enfin, oui, on va en faire plein. Chaque jour en France, c'est 1200 personnes en moyenne qui apprennent qu'elles ont un cancer. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est facile de vivre avec un cancer? Et est-ce que tu penses que c'est facile pour une femme d'assumer le fait qu'elle a un cancer? Non. Et honnêtement, j'ai pas. Je pense qu'en fait, c'est pas une question à ce stade de mon ressenti. C'est pas une question de société. C'est pas une question de l'époque dans laquelle on est. C'est pas une question. C'est juste genre apprendre que potentiellement, hein, parce que c'est pas toujours le cas, mais que potentiellement, on a quelque chose qui pourrait nous faire mourir. Ça peut pas être bien vécu, nulle part, à aucun moment. Rien. C'est pas possible. Tu peux pas te dire. Je sais pas, à part si vraiment t'as vécu ta vie, t'es en très fin de vie, centenaire, je sais pas. Et encore même là, je suis pas sûre que t'as hyper envie de te dire que potentiellement tu pourrais partir d'un cancer. Je pense qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir... Après, relativiser, c'est possible, tu vois. Apprendre à le vivre... Moi, j'ai rencontré, grâce à toi, justement, des femmes qui étaient en mode genre « Ok, c'est une épreuve, mais je vais la passer. » Et pas de... Bien sûr, j'imagine que dans leur intimité, elles ont dû vivre des moments de faiblesse et c'est plus que légitime. Mais quand elles sont là, en face de toi, elles sont là... Bah en fait, non, je suis pas guérie, non, j'en suis pas arrivée, mais je me laisse pas faire. Et ça, c'est hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant. Et à la fois, il faut pas imaginer que c'est quelque chose de mieux que de le vivre comme ça, hein, parce que chacun vit ce qu'il est en train de vivre de façon différente. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre les choses. Mais c'est vrai que c'est un truc hyper impressionnant. Je suis d'accord avec toi. On choisit pas les armes qu'on va avoir et la façon dont on va le vivre. Jamais. Il y a quand même des moments dans l'épreuve où on peut choisir de se dire allez, là je fonce, je fais ça comme ça.
Ça demande beaucoup de force et Tu vois, ma mère, elle a eu ça. Ma mère, elle a eu ça aussi. Ce truc de... Moi, c'est pas maintenant. C'est impressionnant à voir. Aujourd'hui, il existe en France le dépistage organisé, ouais. Le dépistage précoce, ouais. Auprès des jeunes femmes. 25 ans. C'est 25 ans. Tout un tas de l'autopalpation, etc. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes filles qui vont écouter le podcast à ce sujet-là? Que c'est hyper important d'aller se faire dépister. C'est hyper important déjà de s'autopalper et de voir que s'il y a quelque chose qui correspond pas à la norme des seins, il faut absolument aller consulter et qu'il y a des possibilités, en plus si je me trompe pas, aujourd'hui gratuites à 25 ans, d'aller justement se faire dépister et avoir un recul là-dessus. Et non, effectivement, faut pas s'attendre, faut pas attendre 50 ans parce que honnêtement, quand on regarde les personnes qui sont atteintes de cancer du sein, effectivement, c'est pas toujours les plus jeunes, mais personne n'est épargné. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, je suis d'accord avec toi. Ouais. La moindre... Même si c'est autre chose, même si c'est un kyste, même si, au moins juste savoir, être sûr qu'il se passe quelque chose. C'est pas forcément parce qu'on se fait une autopalpation et qu'on sent une grosseur ou autre chose que c'est forcément ça. En revanche, il faut être sûr que ça ne l'est pas. Ça peut être un kyste, ça peut être 1000 choses, ça peut être... un fibrome. Ouais, ça peut être 1000 choses, mais il faut être sûr que c'est pas une tumeur, que c'est pas un début de cancer, que c'est pas quelque chose qui pourrait être vachement plus grave derrière. Exactement. Aujourd'hui, on peut aller se faire dépister donc chez un généraliste, ouais. Un gynécologue évidemment, une sage-femme. Et en effet, à partir de 25 ans, il peut y avoir des rendez-vous qui sont pris en charge. Et puis après, il y a le dépistage organisé à partir de 50 ans. Et une autopalpation, une fois par mois, on se touche. On vérifie. Les nichons. C'est important les aisselles, voilà. Les nichons, c'est important de... Faut vérifier. D'après toi, il y a un tuto. Je sais pas s'il sera déjà sorti. S'il n'est pas encore sorti, il arrive. Tout à fait. Il y a un petit guide de l'autopalpation aussi. Soyez patiente. D'après toi, quelles seraient les astuces ou les bons messages à passer aux jeunes filles pour à la fois donc inciter au dépistage, mais aussi pour les soutenir si elles ont ce rôle d'accompagnant? Pour le dépistage, je pense qu'on vient de balayer pas mal. Ouais, d'assez balayer. D'accord. Si ça peut passer aussi par les réseaux, c'est cool. Vraiment essayer de passer l'information le plus possible. Après, pour les accompagnants, moi, ce que je pense être quelque chose de bien, mais c'est très personnel, c'est d'aller consulter, d'aller se faire accompagner soi-même. Ce sera toujours plus léger de pouvoir parler. Et surtout, c'est un endroit où aller voir... Alors ça peut être un psychologue, une psychothérapeute, ça peut être plein de choses, mais aller parler à quelqu'un qui sera pas dans le jugement et qui n'est pas interne à sa vie et qui n'a du coup pas besoin d'avoir de recul, c'est hyper cool parce que du coup on peut faire quelque chose qu'on ne peut pas faire en tant qu'accompagnant. C'est horrible à dire comme ça, mais c'est se plaindre. Bien sûr. C'est important d'avoir la possibilité d'avoir un endroit à soi où lâcher la pression de ce que c'est qu'être accompagnant. Parce que jamais, et c'est normal, et c'est une question de bon sens, on peut avoir cette position-là avec la personne qui est en train de vivre des choses terribles, mais ça veut pas dire qu'on n'en a pas besoin. Et le faire avec la personne en question, à mes yeux, c'est une idée de merde. Donc les psys, c'est cool. C'est ça, ou des groupes... oui, bien sûr. Pas se sentir des groupes de parole. Tu soulèves vraiment plein de sujets, plein de questions qui parfois sont un peu tabous parce que l'accompagnant, il n'y a pas d'âge, je pense, se sent pas forcément considéré ou dit souvent c'est pas moi, j'ai pas à me plaindre finalement. Mais parce que cette plainte, et là pour le coup c'est aux yeux de la société, elle n'est pas légitime. Et en même temps, en plus d'être illégitime, cette plainte-là, elle pourrait blesser la personne qui est en train de vivre, son cancer, en fait. Et je pense que quand on est accompagnant, de façon évidente, quand on est accompagnant d'une personne qu'on aime. À aucun moment, on a envie de blesser la personne qu'on aime, et c'est normal. Et à aucun moment, on a envie de minimiser une seule seconde ce que la personne en face, elle vit. Mais en revanche, malgré tout, on reste des humains. Et ressentir des choses,
c'est légitime. Les partager, pas toujours. Mais donc les partager aux bons endroits, comme tu dis, dans des cercles de parole ou chez un thérapeute, ça n'existe pas thérapeute en français, chez un psychologue, un psy, tout simplement, une forme de... Chez un professionnel, voilà. Un accompagnement. Avoir un accompagnement, ça permet justement d'avoir cette liberté-là que par bon sens, on ne peut pas et à mes yeux, ne doit pas avoir avec la personne qui est en train de vivre. C'est important la thérapie pendant les traitements pour la personne patiente comme pour l'accompagnant. Bien sûr. Parce que de la même façon, de l'autre côté, la personne en parcours, il y a plein de choses qu'elle n'ose pas dire à son accompagnant, de peur de faire peur. Bien sûr. C'est dur de dire, bah oui, évidemment, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que je vais mourir. Comment on l'organise? C'est compliqué. Bien sûr, et en même temps, c'est hyper légitime. Exactement. Mais donc voilà, tu as raison d'insister sur ce point-là. Il n'y a pas de honte à se faire suivre s'il y a bien un moment où on peut parler, vider son sac, c'est dans ces moments-là. C'est sûr. Tu penses qu'il est facile de se reconstruire après une phase de traitement, que ce soit pour la personne je sais pas. Patiente comme pour l'accompagnant? Honnêtement, si je suis très très honnête avec toi, moi j'ai pas connu la bonne phase de l'après-cancer. Donc, est-ce que je pense qu'on peut se reconstruire après la perte? Oui. J'imagine que si on peut se reconstruire après la perte, on peut se reconstruire après le fait de gagner. Je parle en tant qu'accompagnant, en tant que personne qui a vécu ça, je ne sais pas à quel point c'est traumatisant. Donc j'avoue que je n'ai pas les mots pour pouvoir... En vrai, c'est une question qu'il faut te poser à toi, je pense. Mais quand je te vois, j'ai la sensation que oui, on peut se reconstruire. Je pense pas que ce soit simple, je pense que c'est quelque chose, j'imagine, qui doit rester pour toujours. Et j'imagine que... J'en sais rien, c'est vraiment des choses que j'imagine. C'est dur, je peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui a vécu ça, mais j'imagine que potentiellement, il y a une crainte qui subsiste quelque part, que... Ouais, ça fait peur, je sais pas, mais oui, quand je te vois, en tout cas quand je te vois toi, quand je vois les filles que j'ai vues l'année dernière qui étaient guéries et qui avaient pris le cap sur la situation, oui, je me dis que c'est possible. Honnêtement, je sais pas à quel point c'est un traumatisme, à quel point c'est dur, à quel point c'est... Je pense que chacun vit très différemment. Maintenant, c'est une crainte qui fait aussi que chaque jour, on a envie de le vivre un peu plus intensément. Moi, j'ai ce sentiment que ça m'a fait gagner du temps sur la suite. Je ne sais pas combien de temps va durer cette suite, mais d'avoir gagné du temps. Par contre, il y a un vrai sujet qui n'est pas souvent abordé, que ce soit par le corps médical ou par les médias, les réseaux sociaux, etc. C'est l'après. Le moment où on te dit c'est fini. Vous avez fini les opérations, vous avez fini les traitements, alors que c'est un suivi quasi quotidien des fois. Les traitements de radiothérapie, c'est tous les jours. Bien sûr. Les chimiothérapies, ça peut être toutes les semaines. Et on te dit, mais on se revoit dans 6 mois. Sauf que ces 6 mois, il faut que tu réapprennes à vivre avec ta nouvelle vie, donc tes nouvelles craintes, tes peurs, ton nouveau corps, marqué par des cicatrices, parfois par un crâne qui est encore chauve, et sans avoir repris un travail ou une vie normale. Et pendant 6 mois, 1 an, il faut que tu apprennes à vivre avec ce que tu es devenu. Et cette phase-là, on n'en parle pas beaucoup. Alors évidemment, c'est pas au personnel médical d'en parler, ils sont là pour soigner l'avant. Il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place, que ce soit par des associations, même parfois dans des services avec des soins supports proposés dans les hôpitaux. Mais beaucoup de femmes ont ce contre-coup après et se disent, mais en fait, qu'est-ce qui m'arrive? Je fais une dépression, alors que non, c'est juste l'effet boomerang de tout ce qui s'est passé et ce sentiment un peu d'abandon. Ça, c'est pas facile à gérer. Et en même temps, ce que je veux dire, en même temps, on peut pas garder tout le monde à l'hôpital. Bien sûr. Forcément, c'est pas simple. J'imagine que là, pour le coup, le rôle des accompagnants est primordial. Important. Et encore une fois, moi, je reviens avec ça. Je suis pro-psy, ok. Et je pense que c'est hyper important de... Mais se dire que c'est pas grave si ça arrive après, et qu'en effet, il y a plein de solutions. Bien sûr. Et c'est normal, ça arrive à beaucoup de personnes après un gros choc émotionnel. Donc... c'est plus qu'un choc à ce stade. À mes yeux, je le vois comme un traumatisme. Donc oui, je pense que c'est hyper important de se sentir accompagné et si on se sent seul face au corps médical qui malheureusement à ce stade est obligé de laisser partir les gens, oui, aller chercher
quelque chose pour lutter contre la solitude ailleurs, clairement. Tout à fait. Des solutions, des groupes de parole, des associations comme la nôtre. Mais c'est pas toujours évident. Non, C'est pas toujours évident. c'est pas évident. D'être capable de dire qu'on se sent seul dans cette situation. Et qu'on n'est pas bien, etc. Bien sûr. Je sais à quel point tu aimes les lettres, les mots. Moi, j'aime beaucoup les citations. Et il y en a une qui m'a particulièrement aidée pendant mon parcours. C'est une citation de Bob Marley qui dit, je vais la lire pour être sûre de ne pas me tromper, « Tu ne sais jamais à quel point tu es fort, jusqu'au jour où être fort reste la seule solution. » Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, quand je l'ai lue, c'est celle qui m'a... Quand on est face à quelque chose et qu'on fait preuve de force, peu importe la force qu'on va déployer à ce moment-là, on fait tous preuve de force, tu te rends compte que quand c'est ta seule solution, tu deviens un peu en mode warrior et tu lâches rien. Je ne sais pas si ça t'inspire quelque chose. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça fait complètement écho. Ça fait complètement écho. Et puis, ouais. Non, je pense qu'en fait, la force, c'est pas quelque chose qui se quantifie. Je pense que c'est un truc où, au moment où tu dois l'être, tu l'es. Comme quelque chose de un peu animal, en fait. Tu vois. Tout à fait. Donc oui, je suis hyper d'accord avec cette citation. Une sorte d'instinct. Elle m'a beaucoup accompagnée, m'a donné Je comprends. beaucoup de force. Louane, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Merci d'avoir réitéré ce marrainage. Et puis, je suis hyper heureuse d'être à vos côtés pour cette année et toutes les prochaines, si vous voulez encore de moi. Je me sens très bien. Merci à toi surtout d'avoir accueilli nos messages, de te rendre toujours aussi disponible, de toute la générosité que tu peux avoir. Je pense que tu mesures pas tout ce que tu es et tout ce que tu nous donnes. Et encore à travers ce podcast-là, j'ose même pas imaginer le message que certaines personnes vont pouvoir recevoir. Et ça, c'est très très fort. Donc un immense merci à toi de la part de nous tous et de nous toutes, de l'association, mais pas que, ça va bien au-delà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.